Le Chesnay, en Île-de-France. Comme tous les matins, ce trio de choc s'adonne à une séance de sport. Ce sont des policiers. À la tête du groupe, Patrick, maître chien à l'unité canine du Chesnay. À ses côtés, Christian, son adjoint. Et celui qui aujourd'hui mène la course, c'est Lipton, un berger belge de 3 ans. Lipton est un chien pisteur, c'est-à-dire qu'il est spécialisé dans la recherche aux personnes. Car au même titre que leurs collègues sur 2 jambes, dans la police, certains animaux ont de véritables missions. Allez, tu cherches, allez ta piste. Les chiens de recherche sont parmi les spécialités les plus rares. Il n'y a que 6 équipes cynophiles dédiées à ces recherches en France. Les chiens qui les composent sont la fierté de leur maître. C'est des chiens à fort potentiel, autant sur le plan physique que psychologique. C'est des chiens qui sont endurants, qui sont très sportifs. C'est un chien qui s'adapte énormément. Et c'est ce qu'on appelle, nous, c'est des bosseurs. Voilà. C'est la Rolls du chien de sport, du chien de travail, quoi. Ce qu'on appelle plus communément le chien de piste, c'est la recherche, l'exploration, le pistage. Donc c'est la recherche de personnes disparues à pied. Cache ! Mineurs en fugue, personnes fragiles qui s'échappent d'hôpitaux ou de centres psychiatriques, mais aussi criminels. Les chiens sont sollicités pour tous les profils. Allez gros, tu bosses. Le chien de piste peut tracer une personne victime. Il peut également tracer une personne auteur d'infraction, de délit ou de crime. Ces enquêteurs hors normes, la police les considère comme membres à part entière. Ces chiens sont enregistrés dans les effectifs. Il a un matricule police, hein, comme nous. Hein. Il fait part entière du cheptel canin national. Il a le matricule 5210. Police, gendarmerie, armée, nos forces de l'ordre regroupent plus de 500 000 hommes et femmes prêts à tout pour nous protéger. Mais parmi ces effectifs, certains font moins parler d'eux. Leur rôle est pourtant primordial, il s'agit des animaux. Chiens de recherche, d'attaque, sauveteurs en haute montagne ou même spécialistes des odeurs, ils sont environ 1700 à seconder quotidiennement nos forces de l'ordre. Oui, là, on vient de trouver un indice. Voilà, c'est le sac de la personne. Les chevaux ont eux aussi une place prépondérante. Il a sa plaque police pour que les gens identifient bien que c'est un collègue. En cas d'arrestation musclée, Police, arrêtez-vous! ils sont formés à neutraliser sans violence des individus virulents. Les mains sur la tête, monsieur. Pendant des semaines, nous avons côtoyé ces animaux d'exception. De leur formation aux missions sur le terrain, portrait de ces membres des forces de l'ordre un peu spéciaux. Retour à la brigade canine du Chesnay. Lipton est un renfort indispensable dans certaines affaires. Et ce soir encore, les policiers vont avoir besoin de lui et de son flair imparable. Il est 22h, Patrick et Christian viennent d'être appelés par un commissariat voisin. L'affaire est sérieuse. On part sur une disparition inquiétante de 2 mineurs sur la commune de Saint-Ouen-l'Aumône. Les gamins ont disparu en début d'après-midi. On a un gamin de 7 ans, une gamine de 13 ans, donc vu l'heure qu'il est, là, il est 22h30 bientôt. C'est des mineurs, c'est des personnes vulnérables. Hein. Puis les conditions météo commencent à faire un peu frais, donc on met tout en œuvre pour essayer de les retrouver au plus vite. Fugue, enlèvement, accident, dans ces disparitions tout est possible. Seule certitude, il faut faire vite. Dans les cas de disparition de mineurs, les premières 24 heures sont décisives. Alors, arrivé au commissariat de Cergy qui gère l'enquête, le duo de maître chien ne perd pas de temps. Il récolte le plus d'informations possible sur les 2 disparus. Donc ils ont été vus à pied par les caméras à 13h28 rue du Général Leclerc à Saint-Ouen-l'Aumône. Ils ont marché pendant 12 minutes. Ils ont pris le bus de la ligne 33 et ils se sont arrêtés ici. Ils ont été vus pour la dernière fois à cet endroit-là, rue Jean Zay, 13h42. Les disparus sont frères et sœurs. Grâce à la vidéosurveillance, leurs derniers allées et venues ont pu être enregistrés.
jusqu'au moment inquiétant où l'on perd toute trace. C'est possible qu'elle ait rencontré des copains et qu'elles aient discuté. Ou alors elle a rencontré une fille avec qui il y a eu une différence la semaine dernière et voilà. Mais je pense pas que... De toute façon, il y aurait une rixe sur voie publique où il y aurait eu quelque chose dans ce sens-là, on l'aurait su. L'école, ils y sont allés ce matin? Oui. D'accord. Et lui, il était à la cantine, le gosse. Pour le midi, on n'a pas de certitude puisque la maman n'a réussi à joindre personne. D'accord. Elle a une confirmation que le gosse avait mangé et que la sœur était venue le récupérer. D'accord. Les enquêteurs ne négligent aucune piste. Mais pour le moment, ils n'ont que très peu d'indices. Ils comptent donc sur le savoir-faire des maîtres chiens. Ce qu'on va faire, nous, on va aller au domicile. Puis on récupère 2 odeurs pour une fois. Parce que si ça marche pas avec un, on va en partir avec l'autre. Patrick et Christian ont une lourde responsabilité sur les épaules. Il faut tout vérifier. Là, c'est des personnes vulnérables, c'est des mineurs, 14 et 7 ans, donc c'est très jeune. Donc il faut tout vérifier, tout ce qui est portable, tout ce qui est vidéosurveillance, réseau de bus. Le dernier point où on les voit, c'est un point bien précis. On n'a que ça comme info pour nous. C'est là qu'on va mettre Lipton au travail, quoi. Les policiers n'ont qu'une seule information pour débuter leur enquête. Ils savent où ont été vus les enfants pour la dernière fois. Mais Patrick est inquiet. Les enfants ont disparu depuis près de 10 heures. Les gamins, ils sont partis à 13h30. Il est 23h. Ça fait un long délai pour le chien. Apparemment, je me suis renseigné au téléphone, il a quand même pas mal plu cet après-midi sur le Val d'Oise, plus le vent. Donc on n'a pas tous les paramètres de notre côté là. Deuxième obstacle pour cette recherche, le lieu de leur disparition. C'est un endroit qu'ils fréquentent tous les jours. C'est 14 et 7 ans, les deux petites victimes. Donc les gamins, on sait bien ce que c'est, hein. Ça traîne dans les squares, ça traîne dans les parcs. Donc d'après ce que j'ai cru comprendre, là, tout est regroupé, le collège, le McDo, le domicile, tout est bien dans un petit cercle bien concentré. Et bon, les gamins, ils déposent un peu tous les jours leur odeur en allant au collège, en allant au McDo, en allant jouer en bas de leur immeuble. Donc là, ça va être la grosse problématique pour Lipton. On va schématiser, hein, pour faire simple. Les gamins, quand ils sortent, ils déroulent derrière eux comme une pelote de laine. Et tous les jours, la trace olfactive des gamins est déposée au sol. La difficulté, il faut que le chien travaille sur l'odeur la plus fraîche, la plus chaude. Donc voilà la problématique dans ce genre de situation, quoi. Après de longs mois d'entraînement et de conditionnement, les chiens de piste parviennent à se concentrer sur une nouvelle odeur bien précise, en négligeant toutes les autres. Et ainsi remonter la pelote de laine, pour retrouver une personne, même à des kilomètres du lieu de sa disparition. On a les caméras qui sont juste là. Ils sont descendus là. Ouais. Et ils seraient partis à pied là. Ils seraient partis à pied par là. C'est devant cet arrêt de bus que les enfants ont été filmés pour la dernière fois. Le pistage commence ici. Doucement. Oui, doucement, gros. On a pris 2 odeurs. Là, on va plutôt faire travailler sur l'odeur du petit. Les policiers ont récupéré au domicile des enfants des effets personnels. Le chien ne va avoir besoin de sentir qu'un dixième de seconde la chaussure d'un des enfants pour enregistrer son odeur et la détecter au sol et dans l'air. Allez, tu cherches. Allez, ta piste. Immédiatement, Lipton est sur la bonne voie. Il a effectivement reconnu que l'enfant est passé par cet arrêt de bus. Reste maintenant à remonter la piste jusqu'à lui. Cherche. Les recherches de ce soir ne sont pas simples pour Lipton. Le temps maussade de cette fin d'hiver ne l'aide pas vraiment. La météo a énormément d'influence sur le travail du chien. Quand il a plu, ça nettoie un petit peu. Quand il y a beaucoup de vent, ça éparpille énormément les molécules, donc le travail olfactif du chien est plus compliqué. Donc nous, ça nous permet de voir un petit peu dans la lecture du chien comment il est. Et voilà, là c'est reparti. La piste, c'est un travail d'équipe. Patrick reste vigilant au moindre mouvement de Lipton. Là, la traction et l'accélération nous fait comprendre qu'il est sur un couloir d'odeur. Quand il ralentira, ça veut dire que pour lui c'est plus compliqué, donc il reviendra un petit peu en arrière. Quand ils sont dans une ligne droite, Lipton arrive facilement à détecter les odeurs des enfants.
Mais la chose se complique à chaque carrefour. Le vent peut prendre plusieurs directions et les molécules olfactives s'éparpillent. Lipton doit vérifier toutes les issues. Première attention, c'était d'aller là. Christian a pour mission de protéger Lipton et son maître. Il s'improvise agent de circulation. Je m'en vais juste une petite minute, le temps que notre chien finisse de travailler, et après on vous laisse partir. Voilà. Ça part à gauche. Là, bon, c'est parti. C'est bon pour nous. Merci. Ça tire. Eh, tu cherches. Retrouver des êtres humains grâce à leur odeur, c'est une performance dont seuls certains chiens sont capables, après des mois d'entraînement, même si parfois leur instinct reprend le dessus. Non, pas toucher, Lipton. Ta piste. Ça reste un animal, donc dès qu'il y a un aliment au sol, un autre animal, ça peut le perturber. Bien qu'on travaille énormément pour que ça ne soit pas le cas, mais bon, comme on dit, ça reste un animal. Après 1 heure de piste intensive, Lipton finit par conduire le groupe de policiers dans un square. Un lieu que les enfants fréquentent tous les jours et où ils déposent régulièrement leur odeur. Alors, Patrick soupçonne son chien d'avoir suivi une trace plus ancienne. Donc là, on est arrivé sur un parc où les gamins ont l'habitude de tourner. C'est le parc qui est juste à côté de chez eux. Donc là, c'est la grosse difficulté pour Lipton, c'est de retrouver la trace la plus fraîche dans toutes ces méandres des déplacements des gamins. Et les soupçons des policiers commencent à se confirmer de plus en plus. En sortant du parc, ils se retrouvent à quelques mètres du domicile des enfants. Les pistes ont dû se croiser. Et peut-être qu'il a repris une piste plus ancienne, donc, sachant que lui ne sait pas où les enfants habitent, donc ce qui nous y emmène, c'est qu'il a pris vraiment une odeur plus ancienne. Et effectivement, Lipton semble avoir suivi une trace d'odeur déposée depuis quelques jours. Le groupe d'enquêteurs se retrouve devant le portail de la résidence des enfants disparus. C'est ici ou c'est celui là-bas? Non, c'est celle-là, oui. Lipton a malheureusement tourné en rond. Mais on peut pas blâmer le chien. Il nous ramène au domicile, alors que le point de départ, c'est à peu près distant d'1,5 km d'ici en voiture. Sur le plan de la procédure, oui, ça va rien emmener de plus à l'enquête, là. Il a bien travaillé quand même. Donc là, le chien, quand il s'assied, ça veut dire que pour lui, c'est terminé. Pour les policiers, la recherche des enfants grâce à leur odeur s'arrête là. Fin de mission pour Lipton. Refaire la piste dans son intégralité, ça ne servirait à rien. Surtout, on évite. Tu mettrais ton chien en doute. De remettre, même sur l'odeur de... Là, on a pris l'odeur du garçon. De remettre l'odeur de la petite fille, ça le mettrait en doute. En fait, moi, je pense que Lipton a dû prendre une odeur, ne serait-ce que celle de ce matin ou d'hier après-midi. Une odeur plus ancienne. Et sur le tracé, peut-être que les gamins sont montés dans un bus, sont été pris en charge par une voiture. Si la solution du chien pisteur n'a rien donné, l'enquête, elle, continue. Les enfants restent la priorité des policiers sur le terrain, qui vont continuer à récolter des indices. 2 gamins sont inscrits, ce qu'on appelle au FPR, au fichier des personnes recherchées. Donc dès qu'ils vont être contrôlés par une patrouille de police ou de gendarmerie, ils seront vus qu'ils seront mineurs, ils seront ramenés au commissariat. Le lendemain matin, retour à l'unité canine du Chesnay. Malgré leur déception de la veille, Patrick tient à se tenir informé de l'avancée de l'enquête. Et il semble qu'il y ait eu un véritable retournement de situation. Aux dernières nouvelles, le gamin de 7 ans a été retrouvé. Uniquement le gamin? Uniquement le gamin. Sa grande sœur est venue le déposer ce matin à l'école. Ah, d'accord, ok. Il y en a une qui va se faire enguirlander. Oui, Quelque chose de propre. d'accord. Soulagement pour les policiers. Les enfants ont finalement été retrouvés à quelques mètres de chez eux. Lipton avait peut-être suivi la bonne piste. Ils ont passé la nuit chez une amie de la grande sœur. Il s'agissait en fait d'une fugue. Ce matin, donc, la sœur de 13 ans est venue redéposer à l'école son frangin, mais apparemment elle est repartie. Donc bon, je pense qu'il y aura explication avec les parents, avec la gamine, mais on n'était pas au courant de tout, de tous les tenants et aboutissants hier soir quand on a mis Lipton au travail. Cette année,
6 personnes ont été retrouvées grâce aux chiens de recherche de l'unité canine du Chesnay. Des animaux qui sont formés grâce à de longs entraînements avec les policiers. Nous sommes au centre d'entraînement de la brigade canine du Chesnay. C'est ici que sont logés Lipton, le chien pisteur, mais aussi les 14 autres chiens spécialisés dans les patrouilles et les recherches de stupéfiants. Et si la plupart de ces chiens sont recrutés dès leur plus jeune âge, certains arrivent dans les rangs de la police par la petite porte. Parfois, ce sont de simples particuliers qui décident de faire don de leur animal aux forces de l'ordre. Aujourd'hui, cet homme est venu présenter son chien Attila. Comme Lipton, c'est un malinois, l'une des races de prédilection pour la recherche aux personnes. Vous l'avez vu à 2 mois, c'est ça? Et 2 mois et 3 semaines. Ouais. D'accord. 2 mois et 3 semaines, et voilà, pendant les 4 premiers mois, je m'en occupais assez bien. Je le sortais, je passais les après-midi, il voyait plein d'autres chiens. Attila est un chien plein de vie, sociable et joueur. Une recrue potentielle intéressante. A priori, il n'y a jamais eu de soucis, il veut tout le temps s'amuser. D'accord. Attila est aussi obéissant. Quand je le siffle ou quand je me mets à courir, il me suit. D'accord. Et quand je le siffle, il vient. Et bon, il s'arrête pas devant moi, mais à chaque fois, il vient, quoi. Si ce propriétaire vante autant les mérites de son animal, c'est qu'il espère bien le faire adopter par la police. Lui ne peut plus s'en occuper. Pourquoi vous voulez vous en séparer? Parce que c'est trop lourd. Je l'ai pris comme ça et au début j'avais la motivation de m'en occuper. Je passais du temps, mais là ma vie fait que j'ai pas le temps de le sortir 2-3 fois par jour. C'est trop tôt, c'est pas l'idéal. Je suis pas assez posé pour ça. Attila n'est pas un chien de ville. Il pourrait par contre devenir un chien d'enquête. Saute. Les policiers vont tenter de définir si Attila pourrait être l'un des leurs. On va déjà regarder les premières attitudes du chien, le comportement. Puis là, on va faire des petits tests très ludiques, hein. C'est très basique, sur voir s'il est bien accroché sur son jouet. Auquel cas, nous, on a un autre boudin de récompense aussi. Auquel cas, on peut essayer de le booster, de le motiver. On va se rendre compte très vite. Par expérience, dans les premières minutes, on va voir l'info. Afin de découvrir ses capacités, les maîtres chiens vont mettre Attila en situation. Il doit retrouver son maître. Saute! C'est moi qui l'ai retenu. Allez-y, partez en courant, je le frustre exprès. Là, il y a un fourgon qui est ouvert, vous pouvez rentrer dedans. C'est quel? Le 4e fourgon! Oui! Alors, c'est la frustration du papa. Vous voyez dedans là? Allez, on y va. Et tout de suite, Attila semble avoir les bons réflexes. Il flaire le sol à la recherche de l'odeur de son propriétaire. C'est bien ça. Voilà. Qu'est-ce que vous regardez là, Raphaël? Là, je regarde s'il utilise son olfaction pour retrouver son maître. En moins de 2 minutes, le chien a remonté la piste. Voilà. On peut lui donner son jouet là pour le récompenser. C'est bien, c'est bien. Elle a réussi à venir jusqu'ici. Ah bah tout seul. Attila. Attila devra encore se soumettre à plusieurs exercices. Mais pour le moment, son profil intéresse les policiers du Chesnay. Des chiens très joueurs, très sociables, que ce soit avec leurs congénères ou avec les humains, c'est très bien pour nous. C'est un bon point pour lui là. Mais bon, après la partie n'est pas encore gagnée. De son côté, son maître actuel pourrait bientôt perdre la garde de son animal. Malgré l'angoisse de la séparation, voir son chien devenir policier serait une vraie fierté. Donc c'est pour lui et je sais qu'il sera mieux ici, donc ça, je me console avec ça, quoi. Dans les forces de l'ordre, former un chien est une mission aussi importante que le recrutement de personnel humain. Alors, pour transformer ces animaux en parfaits policiers ou gendarmes, il existe des sortes d'écoles pour chiens. Gramat, dans le Lot. Depuis 1945, les chiens et les maîtres chiens de la gendarmerie nationale sont formés ici à leur futur métier. Et rentre au pied! Au pied, au pied! Les chiens reçoivent des formations différentes en fonction de leurs capacités. Recherche de personnes, de produits comme les stupéfiants ou l'argent, mais aussi formation à l'attaque. Les chiens, quand ils sont sélectionnés au sein du centre, nous avons à peu près 3 mois pour débourrer les animaux, les amener à un certain niveau déjà de dressage. Au bout des 3 mois de débourrage, nous les confions à
un maître chien. Et là, on a 14 semaines pour former une équipe. Ça ne veut pas dire que tout le travail est fait. Ça n'est que les prémices du dressage. En moyenne, il faut compter 3 à 5 ans avant que le chien atteigne la plénitude de ses moyens. Au Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie, les chiens en formation viennent de divers horizons. Élevage professionnel, particulier, mais aussi centre d'adoption. Comme Max, abandonné par ses anciens propriétaires. C'est Michael qui va être son tuteur. C'est un jeune chien, donc un berger belge malinois qui est arrivé il y a une semaine. Oui, doucement. Qui est en provenance d'une SPA et que donc on a commencé à tester. Et là, on va aller à l'antenne vétérinaire pour procéder à son évaluation et s'assurer qu'il n'y a pas de problème de santé qui puisse rentrer en gendarmerie. Car pour devenir un chien gendarme, il ne suffit pas de présenter un profil intéressant. Le chien doit avant tout être en parfaite santé. Alors, Max n'y coupera pas, c'est consultation médicale obligatoire. Je vais regarder un petit peu sa fonction visuelle, regarder son état général, le manipuler pour voir s'il n'a pas de douleur particulière. Après, on recherche toutes les anomalies qui pourraient faire que sa carrière se verrait raccourcie. Dans ce centre, un petit hôpital vétérinaire est implanté à l'année. Il permet de soigner les petits bobos, mais aussi de réaliser des check-ups complets des nouveaux arrivants. On fait des radios de dysplasie des hanches et au niveau des coudes. Les principales articulations qui, quand elles sont touchées, peuvent entraîner une réforme précoce. Car pour la gendarmerie, pas question de débuter une formation onéreuse d'un chien sans être sûr qu'il pourra la mener à terme. En effet, former un chien et le maître qui va s'en occuper représente un investissement de près de 10 000 €. Les nouvelles recrues sont donc engagées pour du très long terme. Un chien, on part sur une carrière d'environ 8 ans. Et le fait d'avoir le coût du chien, le coût de la formation, si derrière le chien, malheureusement, au bout de 3 ans, a un problème de santé, ça va pénaliser, 1, le maître, et de 2, tout le statut opérationnel derrière. Le chien va même passer une radio, afin de s'assurer que son squelette ne présente aucune malformation. Pour cet acte, il est anesthésié. Vous allez voir tomber dans 2 minutes. En quelques secondes, le molosse s'effondre. Pour Michael, débute une attente angoissante. Ce chien, il a commencé à s'y attacher, et peut-être qu'il va devoir s'en séparer. T'as eu des regrets parfois sur des chiens que tu te dis celui-là il a super potentiel et... On en a régulièrement. C'est pour ça qu'on passe aussi les radios très rapidement pour pas de s'attacher au chien, parce que ça peut arriver que par exemple au bout de 15 jours, 3 semaines, on passe les radios et on a commencé à travailler avec le chien pour pas perdre de temps. Et techniquement, on s'aperçoit que le chien, il nous convient. Et malheureusement, on passe du côté sanitaire et une dysplasie, de l'arthrose, et on est obligé de rétrocéder le chien. Quand une articulation se développe mal, elle fonctionne mal, elle souffre et ça rend l'animal entre guillemets impotent, indisponible pour l'activité pour laquelle il est prévu. La vétérinaire analyse minutieusement les radios. Les secondes deviennent des heures pour Michael. Là, c'est la partie, le petit moment de stress pour l'instructeur, pour s'assurer si le chien, on va pouvoir le garder ou pas. La colonelle a en quelque sorte le devenir du chien entre ses mains. Le verdict tombe enfin. Concurrence, oui, défavorable. C'est un soulagement dans la pièce. Max est en parfaite santé, il va pouvoir continuer sa formation à Gramma. Une grande joie pour l'instructeur et surtout qu'on va pouvoir continuer à évoluer techniquement avec le chien et s'assurer maintenant si il va pouvoir suivre la progression qu'on aura établie pour lui jusqu'au terme du mois de test. Si c'est le cas, au terme du mois, on proposera son achat. Donc là, entre autres, ce sera une contribution à la SPA pour les frais de dossier et il intégrera officiellement après les rangs de la gendarmerie. Avant d'intégrer un chien parmi eux, les gendarmes vont se livrer à différents tests. S'ils sont concluants, la gendarmerie décidera de devenir le propriétaire officiel de l'animal en l'adoptant légalement. Régulièrement, une commission d'achat se tient donc au centre d'instruction cynophile. Des gendarmes vont décider si oui ou non ils gardent certains chiens. Les chiens arrivent ici en ayant été présélectionnés, ils ont déjà été vus par nos maîtres chiens qui sont déployés sur le terrain dans les unités opérationnelles. Donc là il y a déjà un premier filtre
Une fois que le chien là, est entre les mains du dresseur-instructeur, il va subir des tests beaucoup plus poussés par rapport à la technicité sur laquelle il a été pressenti. C'est vraiment au terme de cette période où on décide de proposer le chien à l'achat, ou si techniquement ou au plan sanitaire les critères ne sont pas remplis, eh bien, le chien repart chez son propriétaire. On va commencer par les achats, donc le chien Matt qui est proposé à l'achat par la chef de Manu. Ok. Oui. Si certains chiens viennent de la SPA et sont donc quasi gratuits, d'autres sont nés chez des éleveurs. Pour les acquérir, il faut mettre la main au porte-monnaie. Il les vaut les 2000 €. Oui. Et au niveau sanitaire, il n'y avait rien de particulier. Tout va bien. Bon, ben ok. Allez. À te juger. Le chien vaut cher, mais ses compétences sont telles que la gendarmerie est prête à faire l'effort. Alors il y a un plafond qui est déterminé, qui est effectivement un plafond à 2000 €. Qu'est-ce qui détermine le prix? C'est les qualités intrinsèques de l'animal. S'il y a un gros travail qui a été fait, un travail préparatoire de dressage, forcément la valeur du chien a tendance à augmenter. Et à l'inverse, on a des chiens qui arrivent ici, qui n'ont suivi aucune phase de dressage ou d'éducation particulière, qui sont des chiens qui ont été chez des particuliers ou qui sont proposés par des refuges, par des SPA. Et parfois, on a des chiens qui nous sont donnés ou qui sont vendus au centre à des tarifs assez bas et sur lesquels il y a, en revanche, le dresseur-instructeur a beaucoup de travail à réaliser. Si tout se passe bien, dans quelques mois, cette commission d'achat statuera sur le cas du chien Max. Pour le moment, le berger doit encore faire ses preuves. S'il a brillamment réussi ses examens de santé, restent maintenant les tests sur le terrain. Aujourd'hui, on a décidé de le confronter à un nouveau milieu. Donc on regarde comment il se comporte dans un bâtiment inconnu. Et comme le fait ma collègue, on essaie de le faire passer sur différentes surfaces, en hauteur, en profondeur, dans des bacs à bouteilles. On voit un petit peu son attitude générale. Max est testé à la recherche de personnes. Il va devoir apprendre à se servir de son odorat pour retrouver une personne humaine, sans se laisser déconcentrer. Voilà, gamin! Ça, c'est bien. C'est comme les chevaux, on leur met des œillères. Et le chien, quelque part, du moment qu'on nous le met en piste, on lui fait comprendre qu'il doit mettre ces œillères-là et doit penser qu'avec son nez et que l'odeur sur laquelle on lui a donné et lui dire le plus important, c'est cette odeur-là, parce que si tu suis cette odeur-là, tu seras récompensé et tu pourras jouer au bout. Jouer, c'est la base. Tous les chiens des forces de l'ordre sont en fait en jeu permanent. Quand ils sont en mission, ils pensent qu'ils s'amusent. C'est tout l'art des maîtres chiens, apprendre à leur animal à travailler sous prétexte de le faire jouer. Max semble sur la bonne voie. Il saute partout, très à l'aise dans ce nouvel environnement. C'est pas mal. On voit que c'est un chien à l'aise. Au centre d'instruction cynophile de la gendarmerie nationale, seul un chien sur 5 est finalement sélectionné. Pour y arriver, il doit répondre à des critères bien précis. Là, ce qui nous importe, c'est qu'en fin de compte, on commence à regarder tout doucement l'abnégation du chien, c'est-à-dire sa volonté à pouvoir récupérer son jouet. Et tout doucement, on va commencer à l'emmener dans des endroits plus difficiles et on va voir justement si le chien est assez combatif pour pouvoir aller chercher son jouet. Et plus il sera combatif, plus ça va nous intéresser parce que ça veut dire que dans notre travail, malgré la difficulté, il fera tout pour pouvoir retrouver entre autres la personne qu'on recherche et donc sa récompense. Tous les jours, pendant des semaines, Max va s'exercer à différentes missions. S'il les valide toutes, il sera affecté dans une brigade cynophile quelque part en France. Si ce berger malinois va être formé à la recherche de personnes, d'autres chiens suivent eux des formations bien différentes, ou travaillent dans des conditions plus extrêmes, comme les chiens sauveteurs de haute montagne. Direction la chaîne montagneuse des Pyrénées. Dans cette nature sauvage, entre les sapins et les cascades gelées, les interventions auprès des populations sont risquées et ardues. Avalanche. Pas de recherche autre que la victime déjà trouvée pour une évacuation rapide. Pour les mener, des policiers travaillent ici 24 heures sur 24. Des CRS, mais pas n'importe lesquels. Bien loin de l'image du policier casqué avec son bouclier qui contient les manifestations des grandes villes, ici, les CRS sont de véritables montagnards, spécialistes des interventions en altitude. Chaussures de ski de rando, des raquettes à neige indispensables pour se déplacer sur une coulée d'avalanche.
Au cirque de Gavarnie, ils sont 6 pour veiller sur la vallée. 5 hommes et Iléou, un chien policier. Eh salut le gros, ça va? Et alors? Iléou, du nom d'un lac des Hautes-Pyrénées. Alors que d'ordinaire, ce sont plutôt des bergers ou des labradors qui sont utilisés en montagne, Iléou est Drahthaar, une race très peu connue en France. Originaire d'Allemagne, c'est un chien endurant, utilisé initialement pour la chasse. Mais son maître, Vincent, a décidé de le transformer en chien sauveteur. Il l'a formé lui-même pendant des mois, directement sur le terrain. Ce chien, c'est vraiment un pari parce que cette race-là, elle n'existait pas du tout en France et peut-être même dans le monde. Au niveau des chiens de travail de la police, déjà, ça n'existe pas. Et c'est pas une race qui était à la base utilisée pour faire la recherche en avalanche. Si Vincent a eu l'idée de recruter Iléou, c'est pour son flair hors norme. C'est un chien robuste. Voilà, la race m'intéressait parce que j'avais lu des choses sur cette race qui me faisaient dire que pour de la recherche de personnes, ça fonctionnerait. Comme par exemple la recherche du gibier au sang, c'est aussi de la piste. Sauf que les chiens recherchent des gouttelettes de sang. Et je m'étais dit pourquoi est-ce qu'un chien qui arrive à détecter une piste de gibier au sol n'arriverait pas à rechercher une personne. Je me suis dit, il suffit que j'habitue ce chien-là à rechercher de l'odeur humaine à la place du gibier et j'aurai la quête qui sera déjà acquise pour lui puisque c'est instinctif. Vincent et son chien, c'est plus qu'une relation de travail. Les deux acolytes vivent ensemble 7 jours sur 7. Vincent a pour mission de fournir à son animal tout ce dont il a besoin, à commencer par des repas équilibrés pour affronter les hivers sibériens de la montagne. Je le fais manger un peu en début de journée quand on est susceptible d'intervenir, pour pas qu'il ait une baisse de régime s'il y a une recherche, s'il y a une recherche dans la journée. Chez les CRS de haute montagne, les équipes sont donc très soudées. Si Iléou possède ses appartements privés pour la nuit, de leur côté, les policiers, eux, se partagent un chalet. Bon, garbure ce soir. La traditionnelle garbure pyrénéenne. Après, il y a des meilleurs cuistots que d'autres. Les maîtres chiens, ils sont bons. Pendant leur garde d'une semaine, ils y vivront 24 heures sur 24, prêts à intervenir en cas d'urgence. Et comme dans tous les foyers, le soir, c'est le moment de détente. Malgré les sourires et la bonne humeur ambiante, ces policiers pas comme les autres sont toujours sur le qui-vive. À la montagne, les interventions peuvent tomber à n'importe quel moment. Et elles se font toujours dans des conditions extrêmes. Tu la pratiques parce que tu l'aimes, la montagne, mais malheureusement, elle te rappelle tout le temps que de toute façon, c'est la plus forte et qu'il y a des éléments que tu maîtriseras jamais. Et aujourd'hui, on est là, on en profite, demain, on ne sait pas où on sera. Chaque moment de calme est donc un privilège qu'il faut savourer. Le lendemain matin, nous retrouvons Vincent, le CRS maître chien, propriétaire d'Iléou. Aujourd'hui, lui et ses collègues sont très inquiets. Le poste de secours est en état d'alerte. Un gros redout est annoncé. La température de 10 degrés est anormalement haute pour ce mois de février. La neige commence à fondre. Les risques d'avalanche sont démultipliés. On voit que même les grandes cascades là, qu'on a au-dessus du poste sont tombées cette nuit. Donc c'est la preuve d'un fort réchauffement. Ah les garçons! Vincent décide d'aller vérifier par lui-même l'état des pistes de ski de son secteur. Allez hop! Mon métier c'est maître chien d'avalanche, quoi, donc je dois être quand même au courant des conditions au jour le jour, surtout que là, un réchauffement météo est en cours. Donc l'évolution du manteau neigeux, il va s'alourdir, le manteau neigeux. Mais les gens qui évoluent sur des domaines hors piste ou même en ski de rando ou en raquette doivent tenir compte de l'horaire, parce qu'au fur et à mesure de la journée, les températures augmentent, surtout sur le coup de midi 14h. Et c'est là où les risques sont le plus marqués.
Vincent vient d'ailleurs d'apercevoir un groupe de randonneurs en bord de route. Il veut absolument les avertir du danger potentiel. Vous partez ou vous rentrez? On part. D'accord. Bon, parce que j'ai vu l'heure un peu tardive. D'accord, ouais. Ouais, il faut rester sur des itinéraires tranquilles parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ouais, les risques sont quand même assez élevés pour... Vous connaissez bien le secteur, oui? Il n'y a pas de souci. D'accord. Allez, on vous regarde partir un peu. Les sauveteurs de haute montagne ne sont pas là qu'en cas d'accident. Leur rôle, c'est aussi de faire de la prévention afin d'éviter les drames. Il faut être sûr qu'ils restent sur des itinéraires abordables et que leur niveau leur permette d'aller sur l'itinéraire. Si Vincent est si inquiet, c'est que les statistiques font froid dans le dos. En cas d'ensevelissement sous une avalanche, les 20 premières minutes sont primordiales. La victime a 80% de chances de s'en sortir. Après 1 heure, seulement 5%. Alors pour être le plus efficace possible lors d'un tel accident, Vincent entraîne régulièrement Iléou. Aujourd'hui c'est jour blanc, on a beaucoup de mal à distinguer, mais souvent nos interventions se passent des journées comme celle-ci. Sur une avalanche, les chiens sont quasi indispensables. Dotés d'un flair surpuissant, ils complètent parfaitement le travail des hommes sur le terrain. Allez gros, allez tu cherches. Leur odorat est entre 10 000 et 100 000 fois plus puissant que celui d'un être humain. Il leur permet de sentir des odeurs enfouies sous plusieurs couches de neige. Sur le terrain, Iléou n'a pas conscience qu'il doit sauver un être humain. Pour lui, quelle que soit l'intervention, il pense que c'est un jeu. Allez gros, on y va. Le fil conducteur, c'est le jeu. Le chien, lui, n'a pas la notion de rechercher une personne pour la sauver. C'est vraiment pas son souci. Lui, il veut rechercher cette personne parce qu'il croit qu'elle détient son jouet. Son jouet, c'est ce boudin de caoutchouc qui procure à l'animal une immense satisfaction. Alors là, il veut son jouet absolument. C'est le jouet qu'il a eu quasiment quand il a commencé à travailler, à l'âge de 4-5 mois déjà, à faire de la recherche de personnes. Pour l'exercice du jour, une fausse avalanche a été reproduite. Jérôme, un pisteur secouriste, va jouer le rôle de la victime. Il s'enfouit dans un trou creusé dans la neige spécialement pour l'occasion. La cavité est ensuite entièrement rebouchée. Iléou a maintenant pour mission de le retrouver au plus vite. Oui, là, on vient de trouver un indice. Voilà, c'est le sac de la personne. C'est le sac de la personne, donc on peut estimer que la personne va être par là. Je vais relancer mon chien. Ça, c'est bien. Allez, garçon, allez, tu cherches. L'exercice a pour objectif de donner au chien l'envie de rechercher son jouet. La mise en scène est la plus réelle possible pour que le chien ne fasse pas la différence entre un exercice et un véritable sauvetage. Et là, donc, il y a le chien au grattage, on le voit bien. Le chien est au grattage, ça y est, il a percé, il est rentré dans le trou. Sur la neige et à 2000 mètres d'altitude, chaque mouvement est un effort pour l'homme. Iléou, lui, y évolue en toute facilité. Il a détecté la fausse victime bien longtemps avant que son maître ne soit sur les lieux. Qu'est-ce que t'as trouvé là, gros? Qu'est-ce que t'as trouvé? Ça, c'est un bon gros, ça. Allez, gros, allez, tu me le sors. Jérôme, le pisteur, piégé sous la neige, attend d'être retrouvé. Iléou, après des années d'entraînement, a bien décelé l'odeur d'un humain prisonnier des glaces. Et il sait que s'il travaille bien, il aura sa récompense. J'ai fait passer à Jérôme le fameux jouet. Et ce jeu-là me sert que lorsque je travaille avec Iléou et qu'il a trouvé quelqu'un. Et c'est sa récompense ultime. Iléou a pénétré depuis plusieurs secondes dans la cavité. Vincent, lui, doit encore creuser pour dégager la victime, avant de les libérer tous les deux et de féliciter son chien. Et là, du coup, il va sortir avec lui et vous allez voir, il va exploser de joie. Moi avec, en faisant comprendre à mon chien que c'était exactement ce que je voulais. Allez gros, tu me le sors. Allez garçon, sors-le. Ouais le gros. Ah ouais, il a trouvé. Ça c'est bien ça. Grâce à cet exercice, Iléou a encore gagné en motivation. Lui et son maître sont dans les meilleures dispositions, fin prêts pour n'importe quelle intervention. Et malheureusement,
le binôme ne va pas avoir longtemps à attendre avant de mettre ses compétences au service d'une mission. 6 h du matin, à la base des CRS secouristes. Les hommes sont sur le pied de guerre. 3 skieurs sont portés disparus depuis la veille au soir. Là, on part sur les recherches des personnes qui sont portées disparues sur la station de Cotteret. On va voir quand le jour va se lever s'il y a des grosses coulées d'avalanche. Vu l'état du manteau neigeux ces derniers jours, on peut imaginer que les personnes recherchées vont être prises dans une coulée. Là, je vais aller chercher le chien. Les skieurs ont disparu depuis maintenant plus de 12 heures. Iléou va avoir un rôle primordial dans leur recherche. Les personnes ne sont pas rentrées chez elles hier soir. Cette nuit, les conditions météorologiques étaient tellement mauvaises qu'on n'a pas pu intervenir. Et donc tout laisse penser qu'ils auraient pu être pris sous une coulée d'avalanche. Vincent sait que ce type d'opération au petit matin n'augure rien de bon. Cette année, les avalanches ont été particulièrement meurtrières dans la région. On meurt de quoi dans une avalanche? Alors en premier lieu, on meurt d'asphyxie si la mort n'est pas causée par traumatisme, parce que parfois les avalanches de neige lourdes sont tellement puissantes que les personnes qui sont prises dans la coulée meurent de traumatisme. Donc si ce n'est pas le cas, on meurt d'asphyxie. Et si l'asphyxie, si on arrive à se créer une poche d'air suffisamment importante pour pouvoir respirer un moment, ensuite on meurt d'hypothermie, c'est-à-dire de froid, quoi. Les CRS ont rendez-vous dans la station de Cotteret. Ici, c'est déjà le branle-bas de combat. Des gendarmes du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne, ainsi que des pisteurs de la station sont venus en renfort. Ils ne sont pas moins de 20 professionnels réquisitionnés pour cette recherche. Beaucoup de monde, beaucoup de renforts. Donc pour ces recherches, voilà, on fait participer en partenariat les gendarmes du PGHM et les CRS pour avoir un maximum de personnes sur le terrain pour essayer de quadriller la zone le mieux possible. Malgré les moyens mis en place, peu d'espoir de retrouver les disparus vivants. Après une nuit en pleine montagne, ensevelis sous la neige, leurs chances de survie sont infimes. Les personnes ont été vues pour la dernière fois hier dans l'après-midi. Il s'agit de 3 adultes. Elles répondent plus au téléphone, leur téléphone sonne, mais elles ne répondent pas au téléphone. Iléou, lui, n'a pas conscience de la scène dramatique qui se joue. Il est juste excité à l'idée de partir en intervention avec son maître. Là, il est impatient, hein, il sait qu'il va se passer quelque chose, donc, et là il sait qu'on arrive à la gare d'arrivée. Il l'a senti. C'est sur ce versant que l'avalanche a eu lieu la veille. Et des traces de ski sur la neige prouvent que malheureusement, les disparus semblent y avoir été emportés. Il y a une barre rocheuse qui est parcourue par une cascade. C'est une cascade en fait qui a creusé là, tu vois, une trace noire là, vraiment marquée. Ouais. Et à la gauche de cette trace noire, on devine un vieux dépôt d'avalanche. D'accord. Et la trace de ski, elle rentre là-dedans et elle ressort pas. Autre indice très inquiétant, des charognards rôdent dans la zone. Il y en a 3 renards. Hein. Il y en a un tout seul. En haut, il regarde en descendant. Et comme par hasard, ils sont sur la coulée. Hein. La présence de ces animaux est de mauvais augure. Des corps pourraient bien être ensevelis à cet endroit. Sur la zone d'avalanche, là, on aperçoit 3 renards qui se déplacent sur la zone. Ça nous donne encore une indication pour dire que les renards trouvent de quoi manger sur la zone, donc, ou peut-être un sac qui a été éventré par l'avalanche. Sans pitié. Hein. Pardon ? La nature est sans pitié. La nature, elle est opportuniste, on va dire. La mission des sauveteurs maintenant semble assez claire. Il faut retrouver et rapatrier les corps des skieurs disparus. Un hélicoptère va quadriller la zone pour faciliter les recherches qui vont débuter là où les traces de ski se sont arrêtées. 2 chiens, dont Iléou, sont en première ligne dans cette exploration. Allez Iléou, tu cherches. La zone d'intervention est immense. Il faut analyser des dizaines d'hectares de neige. Mais surtout, le sol est rendu très instable par l'avalanche d'hier.
Avec le soleil qui commence à chauffer, les risques de suravalanche sont la hantise des secouristes. Tu la vois la voiture? Oui, celle-là, ouais. Mais il reste encore de la neige. Tout à fait. Si jamais ça chauffe, on est sud-est là. Ouais, c'est clair. C'est pour ça qu'on veut faire au plus vite. Il commence à y avoir des petits départs sur la face en amont. C'est des petits départs, mais c'est l'annonce du réchauffement avec le soleil qui chauffe. Et donc ça risque de s'amplifier avec les minutes qui vont arriver. Ça coule. Oui, ça coule. Avalanche. Un drame a déjà eu lieu ici. Il faut à tout prix éviter qu'il ne se reproduise avec des sauveteurs. Là, ils finissent de prospecter sur cette zone, mais qui est immense, avec un cumul de neige qui est très important. Donc ils font ce qu'ils peuvent dans un minimum de temps, et ensuite pour évacuer la zone et se mettre à l'abri pour ne pas prendre de risques supplémentaires. Leur temps est donc compté pour retrouver les corps et les ramener dans la vallée. Par chance, Iléou vient d'en localiser un. C'est positif pour la recherche Sino ici, découverte. Il nous faut 30 minutes pour le sortir, parce qu'il est debout, compacté, et il nous faudrait des grosses pelles sur place. Bien reçu de Lionel. Découverte d'un skieur qui est sous une grosse quantité de neige, donc difficulté pour le sortir, environ une demi-heure de délai pour pelleter, pour enlever la neige et pour pouvoir le dégager et l'extraire au plus vite par rapport à la zone d'avalanche qui est dangereuse. On vient avec l'hélico, on extrait la victime et on part. En quelques minutes, les recherches sont terminées. Il semblerait que le maître chien qui est resté sur place a trouvé deux autres victimes. Les deux autres corps ont été retrouvés à plusieurs mètres du premier. Les chiens sauveteurs ont réussi leur mission. L'opération a rendu très difficile, avec le risque de suravalanche permanent. Et les personnes étaient ensevelies à 2 mètres, toutes les personnes, donc les odeurs étaient très difficiles à localiser pour le chien. Le chien a travaillé plus de 2 heures, c'est énorme. Vincent et son équipe sont intervenus plusieurs fois cet hiver sur des avalanches mortelles. En France, alors que la saison n'est pas encore terminée, 36 personnes ont déjà perdu la vie en haute montagne. Les CRS le savent bien, la nature est imprévisible. Malheureusement, les victimes sont toutes décédées, mais voilà, le bilan c'est qu'on a laissé personne sur place. Il y a eu vraiment du gros boulot et les familles pourront faire leur deuil et voilà, et la vie continue pour nous. Malgré des conditions de travail dans un environnement extraordinaire, le quotidien des sauveteurs de haute montagne n'est pas des plus faciles. Ils doivent apprendre à accepter les drames tout en ne perdant pas leur motivation pour de futures missions. C'est bien, mon gars. Ça a été bon. Ah ouais, ça a été bon. À la montagne, les chiens ont donc un rôle primordial auprès de leur maître. Mais il n'y a pas qu'en haut des cimes enneigées que leur présence est un atout. Les forces de l'ordre, quel que soit le paysage, peuvent toujours compter sur le soutien d'animaux d'exception. Nous sommes à Verneuil-sur-Seine, dans les Yvelines. C'est ici, en pleine nature, qu'est basée la brigade équestre du département. Créée en 1994, à la demande du ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasqua, afin de faire face à la délinquance dans les lieux difficiles d'accès aux équipages motorisés, les brigades équestres sont une unité d'élite de la police française. 70 chevaux répartis sur tout le territoire sont formés aux interventions de terrain. Leur mission ? Le maintien de l'ordre des grands rassemblements, les patrouilles dans les zones sensibles et le soutien aux policiers à pied. Dans le monde, très peu de brigades de ce type existent, car les techniques d'intervention à cheval sont pointues. Les chevaux, sélectionnés pour leur robustesse et leur calme, sont formés au sein de leur centre d'affectation pendant environ 1 an par ceux qui vont devenir leurs cavaliers. Delphine est l'un de ces policiers cavaliers. Tous les jours, elle vient s'occuper de son binôme. Alors là, on a Starter. C'est un percheron américain de 900 kg. Et
il a 13 ans. C'est un peu la mascotte, c'est le plus gros de l'unité. De par son gabarit, vous allez voir quand je vais le sortir. Et celui-là, en patrouille, il passe pas inaperçu. Un joli bébé qui effectivement doit réfréner les ardeurs de plus d'un. Quand on voit le gabarit de starter ou ténor qui est juste derrière, je vous jure que les individus, ils n'ont pas envie de s'y frotter. Malgré leur carrure impressionnante, ces chevaux sont d'un calme olympien. Une qualité indispensable pour appartenir à la famille de la police. On leur demande d'être froid dans leur tête, d'être calme, réactif quand il faut et surtout d'être à notre écoute. Car sur le terrain, ces mastodontes font partie intégrante de leur unité. Des policiers comme les autres. Il a sa plaque police pour que les gens identifient bien que c'est un collègue, que c'est un cheval police. Lui aussi, hein, il est comme nous, il a son uniforme. Et son uniforme, ça englobe sa médaille. Les patrouilles des brigades équestres sont à la fois rassurantes pour les populations, mais aussi dissuasives pour les délinquants. Les chevaux sont capables d'intervenir sur n'importe quel terrain, là où les policiers motorisés ne pourraient se rendre et où ceux à pied mettraient trop de temps à intervenir. La tenue de ces chevaux est donc pensée de la tête aux sabots pour s'adapter à ces missions variées. Alors nous, nos chevaux, étant donné qu'on patrouille essentiellement sur du bitume, on a une ferrure particulière. Notre maréchal, elle nous met des points de tungstène qui permettent aux chevaux de ne pas glisser sur le bitume. S'il pleut ou autre, ils accrochent sur les divers revêtements qu'on peut rencontrer lors de nos patrouilles. Maîtriser un tel animal ne s'improvise pas. Tous les membres des brigades équestres sont des sportifs aguerris, même si leur vocation est très claire. Alors moi, je me définis comme une policière, avant tout, et cavalière dans un second temps. Après, on a, nous, cette chance à l'unité, en intégrant ce service, de pouvoir allier notre métier à notre passion. Mais avant tout, on est policier. Hein. Des forces de l'ordre spécialistes du terrain. Alors tous les matins, c'est le même rituel. Entraînement au maintien de l'ordre, dans des conditions proches du réel. En fait, là, on désensibilise les chevaux sur tout ce qui pourrait nous arriver sur la voie publique. Il y en a qui sont vraiment prédisposés pour cela. D'autres, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, Starter, que Delphine monte, quand on l'a eu, on ne pouvait pas aller jusqu'au bout du rond-point, au bout de l'unité. Il se mettait debout, il faisait demi-tour et il revenait ici. Et quand on voit maintenant qu'il va dans toutes les manifestations, il peut passer dans la foule au milieu de tout le monde et maintenant, il n'y a plus aucun problème. La mission principale de ces chevaux, c'est le maintien de l'ordre. En contact rapproché avec les foules, il faut les habituer aux conditions extrêmes, comme aux abords des stades sportifs. Le fumigène, sur les matchs de foot notamment, on est amené à rencontrer des groupes de supporters. Donc si on veut que les chevaux puissent continuer à travailler dans la sérénité, il faut les habituer au fumigène. L'usage des pétards est assez répandu. Donc les chevaux doivent être habitués à entendre des bruits de pétards. Ça n'empêchera pas des réactions, mais ce sera des réactions qui seront contenues parce qu'ils ont l'habitude. Et parmi les bruits auxquels il faut sensibiliser les chevaux, l'un est primordial, la détonation de l'arme de leur cavalier. On peut être amené à se servir de son arme, donc il est important que les chevaux soient habitués à un tir d'une arme, et notamment un tir qui vient du cavalier. Et effectivement, aucune réaction. Les chevaux restent stoïques. Non, pas de changement de comportement, parfait. Parfait, comme à leur habitude. En cas de bruit suspect, l'animal a tout juste le droit de sursauter, mais surtout pas de s'emballer, car avec une telle masse, l'animal peut vite se transformer en danger sur pattes. Il faut qu'il sursaute, mais qu'il ne s'échappe pas. Parce qu'en fait, quand on est dans une foule, s'il sursaute, on gère le cheval sur place. S'il s'écarte vraiment trop, on peut percuter quelqu'un. Donc un citoyen lambda, donc c'est vraiment très important d'avoir un cheval qui nous fasse vraiment confiance. Toute la force des chevaux de la police, c'est la prestance de l'animal qui en impose. Un effet de dissuasion extrêmement efficace. Les cavaliers ne descendent jamais de chevaux, puisque notre force, c'est le cheval, la stature du cheval. Et à partir du moment où on descend, on se retrouve en infériorité, puisqu'on a la personne à interpeller
à gérer, plus le cheval à gérer, et donc ça devient impossible. Donc on reste tout le temps sur le cheval, on a des protocoles d'interpellation, de menottage, de palpation, en restant sur le cheval. Police, arrêtez-vous! Police! Mais le plus impressionnant, c'est quand le cheval se déplace. Monsieur, arrêtez-vous! Police! Près d'une tonne de muscles lancés à pleine allure. Police, arrêtez-vous! Monsieur! L'exercice du jour, poursuivre un contrevenant. Les mains sur la tête, monsieur. Vous vous collez à mon cheval. Collez-vous le dos à mon cheval à l'épaule. Un des policiers de l'unité joue le jeu, même si la simulation semble très éprouvante. Il n'y a rien à faire parce que l'impact du cheval dans le dos lors de l'interpellation, Mettez la main ça derrière. monte. Vous regardez dans quel état je suis. Ça coupe mon souffle et ça annule mon envie de me débattre. De plus, les deux chevaux sont très impressionnants. Et la force physique du cheval fait que je n'ai pas du tout envie de bouger, de me sauver, parce que les deux, ils vont me rattraper et m'écraser. L'interpellation est impressionnante, On va aller en direction mais surtout très du efficace. commissariat, monsieur. T'es prête? On y va. Ceinturé par deux percherons, impossible de s'échapper. Une manœuvre qui met fin à toute velléité. Du fait que nos chevaux se mettent croupe à croupe, en fait, ça permet que l'individu ne puisse pas s'échapper par l'arrière de nos chevaux, mais ça permet aussi que d'autres individus ne puissent pas rentrer dans notre champ d'interpellation, en fait. C'est une façon de protéger notre interpellation, notre individu, nous-mêmes et nos chevaux. Si ces exercices sont si intensifs, c'est que les missions sur le terrain sont régulières. Quelques jours plus tard, nous retrouvons la brigade équestre. Oui, c'est bien, très bien. Plusieurs chevaux ont été réquisitionnés pour un service d'ordre à plusieurs heures de route. Direction Bourges et son festival bien connu. Chaque année, les rues de la ville se remplissent de passionnés de musique, mais aussi de fêtards venus profiter de l'ambiance. 250 000 festivaliers qui, pour certains, abusent un peu de l'alcool. Alors ce soir, la tension monte d'un cran. Les esprits s'échauffent, les policiers sont sur le qui-vive. Au commissariat de la ville, Audrey et ses 3 collègues se préparent pour une grosse soirée. Voilà, on a tous le même équipement basique. Hein. Le filet, le protège-chanfrein avec la visière, qui leur protège la tête. Des équipes de policiers pédestres sont déjà sur le terrain. La brigade équestre est un renfort indispensable. La stature des chevaux est impressionnante et parfois leur présence à elle seule suffit à calmer les tensions. Même si ces policiers et leurs montures restent tout de même des ennemis dans l'esprit de certains. Malheureusement, on porte un uniforme, donc on est des cibles. Hein. Des collègues blessés, il y en aura sûrement. On est sur ce genre d'individus qui sont alcoolisés, ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils font. Malgré les risques, la brigade équestre part en patrouille dans les rues du centre-ville. Depuis le début des festivités, des policiers ont déjà été la cible de délinquants. Dans cet environnement, les interpellations sont délicates. Nous, en fait, on est là surtout pour sécuriser les collègues qui vont, eux, intervenir à pied. Donc on fait des bulles de sécurité. En fait, on permet de faire reculer la foule pour qu'eux, ils interviennent en sécurité. Et les cavaliers vont tout de suite devoir appliquer ces consignes. Sur cette place, certains petits malins commencent à provoquer les policiers. L'un d'eux lance même un projectile. Où ça? Où? On y va? En quelques secondes, la décision est prise de l'interpeller. Il est où? En bloc, en bloc, en bloc! Dans cette foule alcoolisée, seuls, des policiers à pied auraient du mal à neutraliser l'homme. Mais là, grâce à la présence des chevaux, tout le monde s'écarte. L'homme est encerclé. L'interpellé va être conduit au commissariat pour y être auditionné. Son transfert se fait sous très bonne escorte. Un policier de la BAC le maintient devant lui. Ils sont protégés par un mur infranchissable, les flancs des chevaux de la police. On s'est fait caillasser à notre arrivée. Donc l'individu a été interpellé par l'aide des CRS et des collègues. Et on a ramené les collègues avec l'individu interpellé en sécurité jusqu'à leur voiture.
Ce soir, l'intervention de la police montée aura donc permis d'éviter que les manifestations de personnes alcoolisées ne dégénèrent. Grâce à leur sang-froid, les chevaux ont parfaitement su s'adapter. Savoir faire face à n'importe quelle situation, toujours être à l'écoute, ne pas reculer face au danger, toutes ces notions sont le fruit d'un long travail qui repose sur la parfaite confiance de l'animal envers son maître. Et cette relation unique qui lie l'homme à l'animal se retrouve dans tous les corps des forces de l'ordre et de l'armée. Orléans, base aérienne 123. C'est d'ici que partent certaines de nos troupes en opération extérieure à travers le monde. La France est en alerte depuis des mois. Des attentats sont à craindre dans tout le pays. Face à la menace terroriste, la sécurité des bases militaires est renforcée. Aujourd'hui, l'escadron de protection vient de signaler qu'un individu dangereux se serait introduit dans l'enceinte protégée. Il s'agirait d'un terroriste lourdement armé qui aurait piégé plusieurs lieux de la base avec des engins explosifs surpuissants. Dans le cadre de cet exercice, le commando parachutiste de l'air, le CPA-30, est envoyé en mission, accompagné de son chien d'élite. Raid de Maki. Je viens d'arriver sur zone. Je vais débuter ma fouille. Le caporal-chef Reddy est commando parachutiste depuis 5 ans. Au front, il peut être amené à exfiltrer des pilotes tombés derrière les lignes ennemies. Terry au pied. Son chien, Terry, qui l'accompagne depuis le début, est là pour l'aider et pour le protéger. Ce Malinois fait partie des 11 chiens commando parachutistes, déjà engagés ou prêts à partir au combat. Avec 2 savoir-faire, ils savent détecter les explosifs et peuvent également neutraliser des cibles ennemies. Le terroriste qu'ils pistent aujourd'hui va d'ailleurs ouvrir le feu dans leur direction. Terry, attaque! Le caporal-chef Reddy envoie son chien Terry pour neutraliser l'ennemi. Bouge plus! Terry! Halte! Au pied. Au pied, au pied, au pied. Face contre terre, bras et jambes écartés. Couche. Tu y restes. C'est très bien. Exercice ou véritable déploiement sur le terrain, pour les chiens de l'armée française, aucune différence. Ils attaquent. Un soutien de poids pour les militaires. Là où ça va être très utile, par exemple, c'est dans le cas d'un homme qui pourrait être retranché, effectivement, ou quelque chose comme ça. Pour nous, ça va être assez difficile d'accéder à la zone dans laquelle le personnel va être retranché, parce que tout simplement, il va nous attendre, effectivement, c'est le principe. Hein. Et pour le coup, dans ces cas-là, on va envoyer le chien, ce qui va donner un effet de surprise. En plus, potentiellement, voilà, le chien va permettre, si on a la chance qu'il morde éventuellement le bras armé ou quoi, que le personnel lâche son arme, le personnel retranché, et ça va permettre aussi justement à côté de faire une diversion pour que tout le groupe puisse avancer et venir intervenir sur le personnel aussi. Dans l'armée française, les chiens sont en première ligne. Des compagnons de guerre dévoués qui parfois doivent pousser leur mission jusqu'à l'extrême. Il faut aussi qu'on prenne en compte le fait qu'ils sont là pour nous sauver la vie, voire sauver la vie de tout le groupe. C'est effectivement quelque chose d'assez dur à enregistrer et à accepter, mais on n'a pas le choix et ça fait partie intégrante du boulot. Il faut bien considérer qu'effectivement, on risque de perdre notre chien. Afin d'éviter de tels drames, les militaires ne lâchent pas du regard leurs chiens pour repérer n'importe quel mouvement suspect. La série d'exercices continue. En avant! Terry doit maintenant retrouver les explosifs disséminés sur la base. Tu sens! Alors là, je peux lire, d'après le comportement de mon chien, déjà, juste avant qu'il se couche, là, qu'il était fortement intéressé par une odeur. C'est qu'effectivement, la base s'est piégée. Mon chien vient de détecter une charge d'explosifs. Des mineurs de choc, les chiens militaires sont des éclaireurs que rien n'arrête. On leur apprend à ne surtout jamais gratter, ne jamais pousser, ne jamais aboyer près d'une pose. Hein. Ça fait partie du dressage. Maintenant, on n'est jamais à l'abri que, par X ou Y raison, si c'était un piégeage, par exemple, prévu pour un humain, un fil piège, par exemple, ou quoi que ce soit, on n'est pas à l'abri qu'ils se prennent la patte dedans ou qu'ils fassent sauter la charge. Maintenant, ça fait partie aussi des risques du métier, comme on dit, et c'est un risque à prendre en compte. L'armée française possède 500 chiens.
Étant donné les risques de leur métier, ces animaux doivent suivre un entraînement rigoureux. Tous sont passés par un centre militaire de formation pendant 1 an. Ils ont été sélectionnés par l'armée pour leur capacité olfactive et leur mordant. 70% des chiens soldats sont des bergers belges et 30% des bergers allemands ou hollandais. L'une de leurs principales missions sur le terrain, ce sera de protéger leurs collègues humains. On cherche aussi, c'est que le chien soit, au moment où on lui demande, soit agressif. On lui demande d'avoir du courage, du combat et de la réactivité surtout. L'escadron pratique plusieurs fois par semaine ce type d'exercice. Il passe désormais au mordant. Les Malinois sont démuselés. Leur mission, désarmer un ennemi joué par un militaire qui porte un épais costume de protection. Hey, Max, attaque! Car un chien qui attaque, c'est extrêmement dangereux. La mâchoire d'un Malinois exerce une pression de 110 kg par centimètre carré. Les chiens militaires sont formés à n'attaquer que les bras et les jambes, jamais le visage des assaillants. C'est ça qu'on utilise pour pouvoir intercepter les individus. C'est-à-dire que si face à nous, on a un individu récalcitrant qui ne veut pas obtempérer et qui est dangereux et qui est menaçant, on utilise ce type d'exercice afin que le chien soit capable, le jour où ça arrive, de taper et de coucher l'individu au sol. Les chiens de l'armée française sont formés à la guerre, mais tous leurs adversaires ne présentent pas le même degré de dangerosité. Le travail des militaires, c'est d'encadrer leurs chiens pour doser leurs forces. Il faudra que la réponse de notre attaque soit proportionnelle à l'agression qu'on subit. Donc on ne peut pas envoyer un chien démuselé parce qu'un chien est considéré comme une arme. Donc c'est comme si un chien qui attaque démuselé, c'est comme si on tirait un coup de feu. Lors de leur déploiement sur le terrain, les militaires sont suréquipés grâce à un armement de pointe. Mais on a tendance à l'oublier, les chiens d'attaque font partie intégrante de cette protection. Des armes discrètes qui ont déjà sauvé la vie à plus d'un soldat par leur courage et leur abnégation. Mais si les chiens de l'armée française sont formés pour affronter des situations de conflit souvent violentes, certains de leurs congénères suivent des parcours bien différents, loin du tumulte des zones de guerre. Il existe par exemple des chiens détectives, des fins limiers formés à démasquer des criminels grâce à leurs odeurs. Écuilly, dans la banlieue lyonnaise. Nous sommes dans un des lieux les plus importants de la police de notre pays, le centre technique et scientifique de la police nationale. C'est ici que sont résolues parmi les plus grandes enquêtes grâce à différentes méthodes scientifiques. Et parmi elles, l'une est une révolution, l'odorologie, une science basée sur les odeurs. Dans ce bâtiment, ce sont ainsi des centaines d'odeurs de suspects d'affaires judiciaires qui sont répertoriées. Un véritable musée des senteurs humaines. Nous conservons les odeurs comme des cavistes peuvent conserver du bon vin. Nous, on a des odeurs ici qui sont vieilles depuis plusieurs années. Nous en avons qui datent de 2002, et pour certaines, il nous en reste encore quelques-unes de 2001. Donc, ce qui veut dire qu'on a un archivage et une bibliothèque riche de 17 années d'odeurs. L'odorologie a été inventée dans les années 70 en Hongrie. En France, elle n'est opérationnelle que depuis 2003. Le major Olivier fait partie de ceux qui ont été formés en Hongrie et qui ont développé cette méthode dans notre pays. Le fait de pouvoir conserver et de pouvoir stocker des odeurs, ça nous permet dans les affaires justement de pouvoir capturer des odeurs sur des scènes de crime. Donc on les stocke, on les garde et quand il y a des mises en cause, ils peuvent être demandés à comparer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après les faits. Nous avons voulu faire l'expérience de cette science incroyable. Notre caméraman va jouer le cobaye. Toute la matinée, il a conduit cette voiture. Ces odeurs ont donc imprégné plusieurs parties de l'habitacle. Une technicienne va procéder à leur prélèvement. Je vais avoir besoin de tissus spécifiques qui ont la capacité de capturer l'odeur. On se croirait dans une scène de film. Après avoir déposé des morceaux de tissu sur les zones touchées par notre caméraman, elle les entoure de papier aluminium. Un métal qui va permettre aux odeurs de chauffer, un peu comme une cuisson en papillote. Ainsi infusées, les odeurs vont mieux se déposer sur les tissus. Donc maintenant que ça c'est fait,
Il faut que ça pose pendant 1 heure. Ça va être la température qui va faire que les molécules odorantes vont s'agiter et imprégner le tissu. Les tissus sont ensuite déposés dans un bocal hermétique et archivés dans la salle des odeurs. Pour notre démonstration, notre caméraman doit maintenant déposer ces odeurs fraîches sur de nouveaux tissus. Dans le cas d'une enquête, la même chose aurait été faite avec les suspects interpellés dans l'affaire. C'est maintenant au personnage central de cette méthode de faire son apparition, le chien. À lui de se prêter à une séance de comparaison des odeurs afin de déterminer si celles prélevées dans la voiture appartiennent bien à notre caméraman. Car le chien est un génie de l'odorat. Nous, on a 50 millions de molécules olfactives, entre 40 et 50 millions de molécules olfactives. Le chien, il en a 200 millions. Mais c'est surtout pour lui ses capacités de discriminer les odeurs. Qu'est-ce qui font les qualités d'un œnologue ou d'un parfumeur? C'est qu'en fait, ils sont capables de nommer les odeurs. Et le chien ne va pas nous nommer les odeurs, lui, mais il a la capacité de les discriminer. Donc 200 millions de cellules olfactives, capacité à discriminer finement les odeurs et surtout la zone épithélium du cerveau en charge du décryptage des odeurs qui est de plus de 10%, quand chez l'homme elle est de 0,10%. Donc il n'y a pas besoin de faire un schéma pour comprendre ces capacités beaucoup plus performantes que nous les humains. L'odorologie ne peut en fait exister que grâce aux compétences de certains chiens. En France, ils ne sont que 7 capables d'un tel miracle. Des animaux choisis pour leur flair hors norme, qui ont suivi une formation intensive de plus de 18 mois. Car plus que d'autres chiens de la police, eux doivent en permanence retenir de nouvelles odeurs. C'est un procédé qui n'est pas identique aux chiens d'avalanche et de stupéfiants ou d'explosifs, puisque ce sont des chiens qui recherchent et identifient l'odeur humaine qu'on leur donne à mémoriser au départ sur la référence. Chaque jour, la référence est nouvelle pour eux, alors que pour les autres chiens des autres disciplines, ils ont des produits mémorisés dans leur mémoire olfactive. En ce qui concerne les stupéfiants ou les explosifs, pour nous, chaque jour, chaque séance même, puisque des fois on fait 2 à 3 séances par jour, sont des odeurs nouvelles pour eux. Ils ne savent jamais ce qu'ils doivent chercher. Et cette recherche est quasi infinie. Notre planète compte en effet plus de 7 milliards d'individus, soit autant d'odeurs différentes. L'odeur humaine, elle est propre et individuelle au même titre que l'ADN ou les traces papillaires. Si les criminels portent des gants pour éviter de déposer leurs empreintes, impossible pour eux de masquer leurs odeurs. Et vous allez le voir, ces chiens sont des nez sans faille. Donc dans ce bocal-là, on a un des tissus qui a été prélevé tout à l'heure sur le véhicule. C'est un des tissus du siège conducteur. C'est ce que nous appelons chez nous une trace odorante. C'est ce que nous allons donner à sentir au chien. Et puis dans ce bocal-là que je ne toucherai pas malgré que j'ai des gants, celui-là qui est numéroté 1, c'est l'odeur corporelle, la vôtre, que vous avez donnée tout à l'heure à ma collègue. Et parmi les autres bocaux, ce sont d'autres odeurs corporelles, d'autres hommes comme vous qui ont été prélevés. Les bocaux des différents suspects sont répartis au sol. Le chien va respirer l'odeur de notre caméraman et tenter de la retrouver parmi les 4 autres. Il est encouragé par son maître, qui, en hommage au pays d'origine de l'odorologie, lui parle quelques mots en hongrois. Super. Donc on lui fait mémoriser une odeur, là, Sagoy. Voilà, Kosh Kutia. Vous voyez, Sagoy. Voilà. Il prend toutes les effluves. Sagoy. En quelques secondes, le chien a enregistré cette nouvelle odeur. Il ne lui faut pas plus de temps pour l'identifier. Kosh Kutia, Manioyo Kutia, Kosh. Voilà, Kosh. Pour que cette découverte soit valable dans le cadre d'un procès, le chien devra repasser 2 fois sur ses bocaux, puis une 3e fois sur une ligne sans l'odeur recherchée. Un 2e chien devra se livrer au même exercice pour confirmer la recherche. Nous, on n'intervient au niveau du cadre juridique que dans des affaires criminelles ou dans le cadre de délits aggravés. Là, le marquage, il est franc et décisif. Et il faut qu'il soit comme ça, puisqu'on identifie des gens, donc il faut que ça soit sûr et formel.
Car dans le cadre d'une véritable enquête, ces découvertes serviraient de preuve. Depuis 2005, cette méthode est en effet admise comme une preuve formelle. Depuis sa mise en place, plus de 500 affaires ont été résolues en France grâce à l'odorologie. Coche! Ah, c'est bien! À force d'entraînement répétitif, les chiens renifleurs peuvent donc résoudre des affaires judiciaires. Mais ils ne sont pas les seuls à faire preuve d'une telle ténacité. Les exercices et les entraînements sont au cœur des métiers des forces de l'ordre. Et dans les forces de police, une unité est en première ligne lors des interventions risquées. Il s'agit du RAID, une unité composée de l'élite de la police. Des hommes destinés à intervenir sur des missions antiterroristes. Par mesure de sécurité, ils doivent rester anonymes. Eux aussi possèdent à leur côté des compagnons à quatre pattes. Au sein de l'unité d'élite, 15 Malinois sont opérationnels. Les chiens d'assaut du RAID suivent une formation intensive d'1 an, au contact de ces policiers, afin de parfaitement les connaître. Nous sommes à Bièvre, au quartier général de l'unité. Comme tous les jours, les hommes du RAID se mettent en condition d'intervention. Leur objectif ? Inventer un scénario qui pourrait se produire dans la réalité, étudier toutes les possibilités d'intervention et éviter ainsi des drames. Chef de dispo de Oméga 1. Oméga 1, je vous écoute, transmettez. Aucun visuel sur le forcené. Aujourd'hui, l'exercice est un cas déjà rencontré par les policiers. Un forcené s'est barricadé dans une maison. Il menace de mettre fin à ses jours. Pose le fusil, Olivier. Pose-le. Moi, j'ai besoin de te parler, justement. Il a raccroché. Après 2 heures de palabres, les négociations ont échoué. Le RAID décide d'intervenir. Et pour ce faire, ils sont accompagnés de leur brigade canine. La meilleure option quand il s'agit de désarmer un homme. Une caméra miniature vérifie tout d'abord que l'homme est bien seul. Ça touche. Je vois un individu porteur d'un fusil qui le met sous son menton. Tendance suicidaire, les gars, tendance suicidaire. Une fois cette information confirmée, le chien va pénétrer en premier dans la pièce pour neutraliser l'homme. Une grenade assourdissante est lancée pour faire diversion. Le chien peut remplir sa mission. En quelques secondes, tout se joue. Le chien contraint l'homme à rester à terre. Les hommes du RAID peuvent l'interpeller en toute sécurité. Sans l'intervention en première ligne de l'animal, cette arrestation n'aurait pas pu se dérouler aussi facilement. On a au moins des chiens qui répondent à nos besoins. C'est-à-dire que c'est pas des chiens comme les autres, ils ont des besoins spécifiques. Il n'aboie pas, il est silencieux, il sait se faufiler dans une colonne. En pénétrant le premier dans la pièce, le chien devient de facto une cible. Une faiblesse que les policiers tentent de pallier en le secondant le plus près possible. À chaque fois que le chien est engagé, évidemment, on prend un maximum de précautions pour lui donner un maximum d'avantages. C'est là on va voir donc l'utilisation de la vitesse d'exécution, la vitesse d'intervention des opérateurs est nécessaire, puisque si on laisse trop longtemps le chien avec le forcené, soit il se prend un coup de couteau ou un coup de fusil et on perd notre chien. Et malheureusement, cette option n'est pas de la fiction. Nous sommes 5 jours après les attentats du Bataclan. Des terroristes suspectés d'avoir organisé les attaques sont retranchés dans un appartement. Pas le choix, le RAID doit donner l'assaut. Et comme en exercice, c'est l'un des leurs, le chien Diesel, qui pénètre en premier. Diesel est parti faire son travail comme d'habitude, sauf que là, nous étions convaincus que les terroristes étaient neutralisés, et l'un d'eux était mis en embuscade et attendait que mes collègues arrivent pour se faire un dernier baroud de nord en blessant ou en tuant un maximum de policiers du RAID. Et c'est Diesel qui l'a détecté, mais comme il était en embuscade, il a été plus rapide que le chien et il lui a mis deux balles, une dans la poitrine, une dans l'arrière-train, et le chien est décédé sur le coup. On n'a pas pu le sauver, ça a été immédiat. Aux yeux des terroristes, l'animal était un ennemi comme un autre. Les forces de l'ordre ont perdu ce jour-là l'un des leurs.
Pour nous, c'est dramatique, c'est des années de travail, c'est un compagnon de tous les jours. Pour le maître chien qu'il conduisait ce jour-là, c'est encore pire. Il l'a vécu, lui, il a perdu son bébé, hein, c'était son chien à lui, mais quelque part, il se dit, il a fait son travail de chien de police et il est mort avec les honneurs. Il a fait vraiment un travail ce qu'on attendait de lui. Depuis ce jour tragique, Diesel est devenu un héros. La France entière s'est émue de cette disparition. Pour son sacrifice, les hommes du raid ont voulu lui rendre hommage. Le Malinois a été enterré au sein de l'unité. Donc ici, on arrive devant la tombe de Diesel. C'est là qu'on a tenu donc à l'enterrer ici. C'est le seul chien qu'on a perdu donc en opération et on lui a fait ce petit hommage avec ces petites plaques en commémoration, en mémoire. Donc Diesel repose ici depuis 2 ans et demi maintenant et tous les jours on passe devant et tous les jours on pense à lui. Donc c'est quand même c'est bien qu'il soit là en fait. C'est bien qu'il soit là parmi nous et ça marque les esprits des jeunes recrues également. Ils savent qu'ils peuvent perdre leur chien, ils savent que c'est jamais, que c'est jamais simple une intervention. Je pense que c'est bien qu'ils soient là. Les animaux des forces de l'ordre sont aussi de véritables héros qui, par leur courage et leurs actions, ont permis de sauver des vies. Et entre les chiens et les chevaux, il en est un autre qui ne fait pas souvent parler de lui et qui pourtant a participé très souvent au salut de notre pays. Le pigeon. Au Mont Valérien, à quelques kilomètres à l'ouest de Paris, est basé le colombier de l'armée française. C'est le dernier encore en usage dans toute l'Europe. Des militaires comme le caporal-chef Sébastien sont dédiés à son entretien. Alors là, on va les lâcher pour les entraîner un tout petit peu, donc pas très loin. Donc ils vont faire une petite envolée avec la vue parisienne, ça va être sympathique pour eux. Puis ça va leur dégourdir les ailes un peu. Chaque jour, ces pigeons voyageurs participent à des entraînements, avec un objectif, leur apprendre à rentrer au plus vite dans leur colombier. On a à peu près 200 pigeons voyageurs répartis entre mâles et femelles. Des volatiles qui sont chouchoutés par les militaires du 8e régiment de transmission. Quand on sait qu'on va les lâcher quoi que ce soit, donc on va regarder son œil. L'œil il est bien rouge, donc elle a une belle vue là, normalement il ne devrait pas avoir de soucis. Ses ailes, donc les 10 de ce côté-là, c'est ce qui va les aider à faire leur envol. Le matelas aussi, c'est toute cette partie de plume. Voilà, donc moins c'est aéré, mieux leur envol est efficace en fait. Comme les mains, en fait s'il y a trop d'air, il y a trop de vent, alors que si tout est bien fermé, ils vont voler correctement. Ces pigeons voyageurs ont rendu de grands services à la France. Ils ont été utilisés pour la première fois lors de l'invasion prusse au 19e siècle. Donc les pigeons voyageurs français, l'armée a commencé à les utiliser en 1870 à cause du siège par les Prussiens. Donc ils avaient besoin de communiquer et quand ils communiquaient, ils envoyaient des ballons dirigeables vers Tours. Sauf que le seul moyen de retour qu'on a eu, c'était les pigeons voyageurs. Pour leur exercice du jour, le caporal-chef Sébastien va libérer les oiseaux à quelques kilomètres de la base. Donc là, on va mettre ceux-là dans le camion. On va les faire voyager un petit peu en véhicule et après ils reviendront d'eux-mêmes au colombier. Une dizaine de pigeons et de sorties ce jour-là. Une promenade de routine pour ces professionnels du transport d'information. Vous allez voir nos pigeons qui vont revenir normalement au colombier directement. Normalement. À part s'ils vont être des femelles, vu qu'on a quasiment que des mâles dedans. C'est possible qu'ils s'échappent, mais ça m'étonne. Ils sont bien disciplinés. Sinon, comme tout militaire, ils seront punis. Le caporal-chef plaisante, car il y a peu de chances que l'exercice ne réussisse pas. On va le mettre ici, Sylvain ? Allez, direction la tour Eiffel. Voilà. Les pigeons voyageurs sont littéralement programmés pour rentrer chez eux. Leur lieu de naissance, c'est leur base. Donc en gros, si je veux le lâcher à Rennes, il faut qu'il soit né à Rennes. Nos pigeons qui sont ici sont tous nés au Mont Valérien sur Rennes. Donc pendant leur premier jour, donc la sortie de l'œuf jusqu'à leur premier 28 jours, ils vont s'imprégner du champ magnétique terrestre de l'endroit où ils sont nés. Et ça va rester à vie. C'est à nous, colombophiles, de les éloigner au fur et à mesure du temps. Donc on commence à 60 km et petit à petit on les éloigne plus loin pour qu'eux reviennent dans leur colombier. Mais on ne peut pas dire à un pigeon d'aller à Rennes s'il n'est pas né à Rennes. Les pigeons voyageurs sont comme dotés d'un GPS interne. Ils reconnaissent instinctivement les données géographiques de leur lieu de naissance. Ils sécrètent une petite pierre qui s'appelle les granites de magnétite. Donc ces granites de magnétite va de la sortie de l'œuf jusqu'à ce que leur savolée soit comme maintenant, c'est-à-dire adulte.
ils vont s'imprégner du champ magnétique. Donc cette pierre va grossir et va s'imprégner du champ magnétique terrestre de l'endroit où il est né. Donc une fois qu'on va l'éloigner de sa vue, donc c'est-à-dire jusqu'à 60 km, il va commencer à recevoir des petites impulsions électromagnétiques que seul le pigeon voyageur peut voir pour retrouver son chemin jusqu'à ce qu'il voit son colombier. Aujourd'hui, l'armée française n'utilise plus ces pigeons en mission. Mais elle a tout de même choisi de préserver ces volatiles en hommage à leurs actions passées. Car cet animal est aussi un héros de guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, donc on a un pigeon qui fut décoré de l'équivalent de la Croix de guerre. Donc c'est le pigeon du colonel Raynal qui s'appelait Le Vaillant. Donc lui, il a transmis le dernier message du colonel Raynal, donc le 4 juin 1916. Donc c'est le seul pigeon qui a été décoré. On le sait moins, mais les pigeons voyageurs ont aussi eu un rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés en avaient fourni à la France occupée. L'Army Pigeon Service qui était à Londres, ils nous ont envoyé, eux, les Anglais et les Américains, ils nous ont envoyé, grâce à l'aéroporté, donc 16 000 pigeons voyageurs, donc qui ont fait le voyage en avion. Et donc les soldats, soit les soldats américains sautaient avec la caisse, ou soit ils lâchaient directement une caisse équipée d'un parachute. Et c'est les résistants au sol qui récupéraient une caisse de pigeons voyageurs, donc avec 4 à 6 pigeons, avec à l'intérieur le colombogramme, donc le papier pelure qui sert à écrire les messages, et les porte-messages pour les pigeons. Et le pigeon revenait en volant jusqu'à Londres. Allez! Les pigeons voyageaient en effet avec des petites capsules accrochées à leurs pattes, contenant des messages codés. Comme ceux lâchés aujourd'hui et qui vont rejoindre en quelques minutes leur colombier, leurs ancêtres parcouraient ainsi des centaines de kilomètres en transportant des informations primordiales. Et voilà, donc là ils prennent directement le colombier. Dans l'esprit de beaucoup de Français, les animaux sont les grands oubliés de notre histoire. Depuis plusieurs années, certains se battent pour que soit reconnu leur engagement en temps de guerre. L'association 30 millions d'amis réclame même la création d'un monument aux morts à Paris pour ces héros de l'ombre. Aujourd'hui, que ce soit dans la police, la gendarmerie ou les armées, les animaux ont acquis une véritable place. Considérés comme des professionnels du terrain, ils bénéficient des mêmes avantages que leurs collègues à deux jambes, et surtout du même respect. Mais derrière ces animaux se cachent aussi des femmes et des hommes qui les forment, les entretiennent et surtout les aiment. Ouais, le gros.